Bonjour, je suis Dominique Nermont, directeur associé du cabinet Citizen Corporate. J'ai le plaisir et l'avantage d'être accompagné par monsieur Maxime Bruniquel, responsable du SI de la trésorerie du groupe Alstom, qui pourra illustrer notre présentation avec ses propres retours. Bonjour Dominique. L'objectif de cet atelier est de vous faire un retour sur les échanges que nous avons eus avec nos clients, nos prospects, concernant les impacts de la Covid-19 sur l'organisation et les process de la trésorerie. Nous espérons que vous pourrez bénéficier de cet éclairage et des bonnes pratiques qui ne manqueront pas de vous être utiles dans le contexte de continuité de la pandémie. Vous avez vécu une année 2020 particulièrement difficile. Les trésoriers ont fortement été mobilisés sur le sujet de la liquidité, même pour les structures peu impactées dans leur business, pour le suivi des encaissements clients, les paiements des salaires, fournisseurs, les remboursements d'emprunts, mais aussi sur les mesures complémentaires pour garantir la liquidité, qui sont les lignes de crédit, les PGE, plans garantis par l'État par exemple. On nous remonte également des besoins d'amélioration des prévisions de trésorerie, des suivis de risques de contrepartie et, dans les cas extrêmes, aller jusqu'à retarder les paiements de fournisseurs, ce qui a évidemment contribué à propager la crise. Mais soyons positifs, les départements de trésorerie ont gagné en visibilité. En effet, les risques de liquidité, enjeux stratégiques, ont permis de mettre en avant la valeur ajoutée des départements de la trésorerie. Pour autant, nous constatons des projets qui n'ont pas démarré. Pourtant, ce serait le bon moment pour relancer les projets de centralisation, notion de banque et d'entreprise, de dématérialisation et de sécurisation. Ce que nous proposons aujourd'hui n'est pas de traiter les impacts métiers ni des obligations sociales. Nous proposons d'échanger avec vous sur la remontée d'informations, un retour sur les bonnes pratiques. Et ces propos seront illustrés par Maxime qui pourra nous donner les informations de terrain chez Alstom. Concernant les remontées d'informations, suite à nos échanges terrain, nous pouvons relever des points de douleur qui, s'ils étaient souvent sous vos radars, ont été accentués par le travail à distance. On peut noter des retours liés aux procédures et outils inadaptés, une dématérialisation insuffisante, des risques de fraude en augmentation et, comme déjà mentionné, un besoin d'amélioration des prévisions de la liquidité et de la liquidité pour la plupart des sujets évidemment préexistants et déjà identifiés avant la pandémie. Nous relevons également des avis contraires entre perte, gain de temps, perte, gain d'efficacité, des avis pour le coup unanimes sur la perte de cohésion d'équipe, des collaborateurs en manque d'autonomie et des pertes de ressources quand il était question pour certains de passer en chômage partiel. Dans ce contexte de pandémie, les besoins de rigueur de gestion de la trésorerie et de l'adaptabilité des processus ont donc été remontés par les trésoriers. Cela nécessite de disposer des ressources immatérielles, le capital humain, d'infrastructures et de systèmes d'information fiables, sécurisés, et d'une stratégie de continuité de l'organisation. On peut donc regrouper ces différents points sur trois piliers: l'humain, les outils et la sécurité. Maxime, sur ce premier palier, qui est l'humain, quel est votre retour sur l'impact Covid ? Aujourd'hui, à travers ce contexte, j'ai le sentiment que nous redécouvrons l'importance de l'engagement, la notion anglo-saxonne d'empowerment, l'implication des équipes, la capacité à prendre l'initiative, pouvoir relever ce défi inattendu dans une période si particulière. Nous avons coutume de dire que l'enthousiasme est à la base de tout progrès. Il est vrai que dans cette période, il a été important d'être vigilant pour maintenir la dynamique, favoriser les points de rencontre, les échanges informels. Et c'est un contexte qui finalement me semble révélateur de notre capacité à s'adapter, être flexible, agile, avec malgré tout une organisation du travail qui a été modifiée dans nos propres rythmes personnels, professionnels, qui se rejoignent encore davantage. C'est un changement qui a été brutal, mais qui amène aussi des opportunités et nous incite à évoluer. Merci Maxime.
Cela corrobore effectivement ce qui est largement constaté, que l'on peut lister ici les pertes d'appartenance au collectif, les pertes de motivation, un pilotage et des prises de décision à la voix qui nécessitent aujourd'hui des échanges par email. Donc moins d'échanges verbaux au sein d'une même équipe, moins de construction collective. On constate également un manque d'échanges informels, les fameuses machines à café, le déjeuner, des conditions de travail très disparates pour les collaborateurs, et pour certains, une explosion, une multitude de réunions par visioconférence. Voilà les retours terrain. Et chez Alstom, quelle expérience durant cette période particulière avec votre équipe? J'évoquais l'informel et la nécessité de maintenir les échanges dans l'équipe pour entretenir la dynamique. Il était important de bien prendre en compte cette visibilité des équipes, reconnaître les réussites de chacun et puis parfois au quotidien pouvoir faciliter ces échanges du quasi quotidien à travers des cafés virtuels ou tout autre support qui permet, selon les localisations d'équipe, de favoriser cet échange. Ça a été pour moi très important d'y être vigilant et d'avoir en tête cet état d'esprit positif qui doit rester de vigueur dans cette période. L'optimisme qui amène les équipes à adresser ce changement qui a été radical finalement. Merci Maxime, j'aime bien cette vision optimiste. Donc si on peut effectivement conclure ce premier volet, on voit qu'on a besoin d'une nouvelle organisation, donnant plus d'autonomie, nécessitant une relation de confiance, ainsi que, comme vous l'exprimiez, un suivi individualisé. Ce suivi doit être rapproché afin de détecter toute dérive en termes de motivation, de stress, de mal-être. Je me permets de vous donner 2 liens utiles. La CMS, qui est un service interentreprises de santé du travail qui intervient essentiellement en Île-de-France, qui présente les impacts du télétravail, les 3 risques à prévenir. Donc je vous incite à voir le site. On parle ici de risques liés à l'aménagement du poste de travail non adapté, la lombalgie chronique, pour ne pas la citer, des risques liés aux addictions aux écrans informatiques, addiction aux médicaments, drogue, alcool, tabac et j'en passe, des risques psychosociaux compliqués à détecter, que sont la surcharge de travail, la baisse de motivation, les troubles du sommeil, une trop grande autonomie ou au contraire une perte d'autonomie due à un contrôle renforcé par le manager, le stress, l'isolement professionnel et l'isolement social. Et un deuxième lien que je vous propose pour pallier le premier sujet de la lombalgie, un lien vous donnant des exercices de kiné pour pallier la diminution de l'activité physique, le fait qu'en télétravail, les télétravailleurs sont amenés à rester assis beaucoup plus longtemps dans la journée. Voilà pour ce premier pilier. Le deuxième axe que l'on voulait aborder est lié aux outils et processus. Maxime, quels sont les enjeux pour les équipes de la trésorerie? À mon sens, 2 enjeux majeurs, la digitalisation et l'harmonisation des processus, qui sont des enjeux partagés par d'autres fonctions de l'entreprise. On peut tous, dans nos groupes, constater des processus différents selon les pays. Il peut être parfois difficile d'harmoniser des campagnes de circularisation de pouvoir bancaire et qui amènent de l'inefficacité in fine. Aujourd'hui, ces 2 enjeux et la stratégie de transformation, ils sont supportés par les équipes et c'est tout le lien avec l'aspect humain que l'on pouvait évoquer auparavant. Mais concrètement, en pratique, quels sont les processus que vous avez mis en place? Comment ça s'est transcrit dans vos projets? Qu'est-ce que vous avez des exemples en tête? Alors, en ce qui concerne l'ISNT, on a l'acronyme aujourd'hui ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device, où l'objectif est de répondre à un besoin utilisateur, quel qu'il soit, peu importe sa localisation.
Et c'est vrai que nos équipes ont fait un effort considérable pendant cette période pour poursuivre l'accélération vers cet objectif. On avait déjà entrepris beaucoup d'actions auparavant. Il est vrai que dans cette période, tous les collaborateurs ont pu avoir accès à des outils de collaboration, des applications virtualisées, etc. Je n'évoque pas le réseau et la nécessité absolue de sécuriser l'ensemble de ces flux. Donc c'est pour moi une chose importante avec le déploiement de corps modèles, solutions, applications qui facilitent l'adoption des bonnes pratiques et apportent de l'efficacité. C'est un enjeu sur les aspects IS&T qu'on a pu adresser et sur l'amélioration continue. Je pense qu'il est important que chacun puisse définir ses propres axes d'amélioration. C'est peut-être la chasse aux exceptions sur les moyens de paiement. C'est peut-être des accès en plateforme web banking, alors que nous avons une plateforme de paiement centralisée, communication bancaire, ou des problématiques parfois très concrètes du quotidien. Si vous avez vous-même un site de repli, ou si vous n'en avez pas, comment faire demain si le site n'est pas accessible et que mes collaborateurs n'ont pas avec eux un terminal, quel qu'il soit, portable ou ordinateur, qui lui permettent de travailler. C'est important, c'est aussi le cas sur l'aspect humain. Si malencontreusement, par circonstance, toute mon équipe cash management demain matin n'est pas disponible pour effectuer ses positions de trésorerie, alors quel est le process à exécuter en urgence? Ouais, c'est très, très parlant. Merci Maxime pour ces bonnes pratiques. Donc on voit qu'idéalement, on doit faire attention évidemment aux outils, aux équipements, le travail, aux outils collaboratifs, les logiciels, vous en avez parlé. Également sur les processus et leur dématérialisation. Que ce soit pour la dématérialisation des flux, on en pense souvent à ça quand on parle de com bancaire, mais aussi sur les échanges avec les tiers. Et au-delà de ces aspects humains, d'outils, de processus, on nous remonte évidemment beaucoup de sujets liés à la sécurité, qui va être le troisième pilier de notre présentation. Sur ce sujet, quels sont les process mis en place chez Alstom? Alors, nous avons d'abord renforcé les actions de communication pour que dans nos équipes, la connaissance globale des outils à disposition soit la meilleure possible. Avec la promotion de modules de e-learning, le partage à nouveau des instructions, des procédures déjà existantes, mais qui, avec le fil du temps ou les équipes qui peuvent évoluer, sont parfois méconnues. C'est très important de bien maintenir cette connaissance globale, le awareness tel qu'on peut le dire parfois, et des piqûres de rappel sont toujours nécessaires. Chacun a son propre niveau de vigilance, il est personnel, et on va en quelque sorte le multiplier pour constituer ce que sera demain le niveau de vigilance commun de l'équipe. Compte tenu de votre activité récente, et je pense évidemment à l'acquisition de Bombardier Transportation, comment vous êtes-vous préparé? Bien, un projet très important pour nous, avec l'acquisition de Bombardier qui s'est concrétisée le 29 janvier dans un temps record. Il est vrai que les instructions internes que j'évoquais ont été bien entendu revues, mises à jour, et on a tous ensemble essayé au maximum d'anticiper cette étape post-acquisition pour que le niveau de contrôle soit le meilleur possible. Donc, et bien entendu, à travers les équipes, où chacun doit pouvoir alerter, se sentir confortable avec un doute légitime sur un comportement ou un process inadapté qui serait détecté dans la fonction trésorerie ou IS/IT. Un volet important et également pour nous l'automatisation, le renforcement des contrôles sur les flux, aussi sur des cas avérés de fraude qui
sont parfois loin de ce qu'on peut imaginer, hein, des petits tests de système pour valider ou non la capacité de pouvoir mener à bien une fraude ultérieurement. Des petits montants, je suppose. Effectivement, des petits montants ou même une action qui, avec le support d'équipe ASNT, peuvent être effectuées. On va tester le système et donc on a essayé de vraiment expliquer, renforcer les contrôles et puis globalement dans ce type de contexte, le maître mot est la communication. Plus l'on est conscient de l'enjeu, plus les équipes ont bien adopté les bonnes pratiques, plus notre niveau de sécurité, in fine, est important. Merci Maxime. Effectivement, soyez plus attentifs aux risques de fraude. Les fraudeurs tirent parti des organisations mises en œuvre en mode urgence, évidemment. Donc cela est vrai pour tout ce que l'on peut mettre dans la fraude par ingénierie sociale, qui consiste à abuser de la confiance d'une personne à des fins d'escroquerie, pour obtenir de l'argent ou des informations, en groupe plastiquement sur le hameçonnage par Internet, téléphone, SMS, dont l'objectif est de vous faire donner des accès ou des identifiants, que ce soit des fraudes aux télécommunications, donc des victimes contactées par un criminel se faisant passer par une personne représentative de l'autorité ou de l'organisation et qui les incite à verser de l'argent, ou des escroqueries aux faux ordres de virement, les fausses factures, détournement de coordonnées bancaires. Que constate-t-on ? On constate sur le terrain la réapparition des accès aux plateformes bancaires, vous en parliez Maxime, pour pallier aux problèmes d'accès au système d'information. Évidemment, toutes les contraintes de sécurité liées doivent être des points d'attention. Un manque de backup chez les valideurs et les signataires, et donc le dépôt de clés de signature dans les locaux pour une utilisation commune. Concrètement, on se prête des clés de signature. Et puis pour les structures qui n'ont pas pu mettre à disposition du matériel informatique, l'utilisation d'ordinateurs ou de téléphones personnels qui, évidemment, n'ont pas le même niveau de conformité pour la sécurité des échanges de données. Pour conclure, le contexte est révélateur du niveau de maturité des organisations, évidemment, face aux défis liés au processus de dématérialisation, liés aux domaines fonctionnels difficiles à piloter et en non présentiel, liés au travail à distance. Cela perdure. Il faut rapidement penser à un nouveau modèle de travail. Et au final, Maxime, si on devait résumer les bonnes pratiques, quelles seraient-elles ? Quelques points clés à avoir en tête. L'importance de l'aspect humain évoqué, la mise en place de procédures adaptées pour le télétravail, le travail à distance quand les équipes sont localisées à différents endroits du globe, s'assurer de l'autonomie de chacun, le maintien de la dynamique d'équipe très importante, et bien entendu la dimension outils, process, où il est très important de poursuivre les projets de transformation, la dématérialisation, qui est au cœur de l'ensemble de nos projets aujourd'hui, pour la fonction trésorerie, pour les autres fonctions aussi de l'entreprise. Nous avons évoqué la sécurité, qui est primordiale aujourd'hui, le niveau de risque à considérer et finalement le niveau de risque le plus faible entre l'aspect humain, les outils et les processus. Si les outils et processus sont très robustes et que malheureusement les équipes ne les ont pas suffisamment adoptés, alors la sécurité de manière globale ne sera pas optimum. Et tout cela sans évoquer un point aujourd'hui central, qui est la sécurité informatique, la cybersécurité, qui, compte tenu de nos organisations aujourd'hui et de la digitalisation, doivent prendre une place vraiment centrale dans toutes nos stratégies ASN-IT. Merci beaucoup Maxime pour toutes ces informations et ces retours terrain. Merci Dominique. Voilà, nous espérons que cette restitution pourra vous être utile dans un contexte de pandémie qui perdure et qui nécessite
la mise en place d'une organisation et des outils qui doivent être pérennes. Merci de votre attention, à bientôt.